Voici un pays où avec seulement 1000 dollars américains par mois, vous pouvez vivre comme un riche. Un endroit où les hommes doivent entrer dans les ordres s'ils veulent se marier. Un lieu où les femmes sont les piliers économiques, gagnant de l'argent tout en gérant toutes les affaires du foyer. Qu'est-ce qui a donc créé un pays aussi paradoxal que le Laos ? Commençons par la réalité qui surprend le plus de visiteurs. À quel point la vie est-elle réellement dure au Laos ? Numéro 1. À quel point les Laotiens vivent-ils réellement dans la souffrance ? Si vous ne pouvez pas imaginer à quel point la vie ici est difficile, voici la réalité de leur existence. Il n'y a pas d'électricité du réseau, pas d'eau courante, et pas de supermarchés ou d'hôpitaux à proximité. Environ 2/3 de la population laotienne vivent encore dans des zones rurales et dépendent presque entièrement de l'agriculture pour leur subsistance. En quittant des villes comme Vientiane ou Luang Prabang, vous rencontrerez des villages nichés au milieu des montagnes et des forêts où de nombreuses familles n'ont que quelques petits panneaux solaires pour s'éclairer le soir. Le réseau téléphonique est instable, l'électricité n'est pas encore arrivée et la saison des pluies peut complètement couper le seul chemin reliant le village au monde extérieur. Les maisons ici sont principalement des maisons sur pilotis en bois, avec des toits en chaume et des murs en bambou simple. Après chaque grande saison des pluies, de nombreuses familles doivent réparer elles-mêmes leurs toits ou remplacer les poteaux en bois pourri. Les chemins de terre sinueux à travers les montagnes se transforment en boue après une pluie, rendant l'accès à l'école, au marché ou le transport des malades vers l'hôpital encore plus difficile. Cette vie repose presque entièrement sur la force humaine. Dans de nombreux endroits, les femmes continuent de piler le riz avec un pilon en bois chaque jour. Les petites filles de 6 ou 7 ans sont déjà habituées à porter de l'eau sur le dos, marchant sur des chemins rocailleux pour ramener de l'eau à la maison. Les hommes se rendent au champ dès l'aube, grimpant sur des pentes escarpées pour défricher et cultiver le riz. En raison du manque de système d'irrigation, de nombreuses régions ne peuvent cultiver qu'une seule récolte de riz par an. Si la saison des pluies arrive en retard, ou si la récolte est mauvaise, toute la famille se retrouve presque sans autre source de revenus. Près d'un tiers des enfants de moins de 5 ans au Laos souffrent de malnutrition chronique, et plus d'un 1/5 sont en sous-poids. Pour de nombreuses familles, il est tout à fait normal que les enfants arrêtent l'école pour aider leurs parents au champ ou à s'occuper des animaux. Les conditions économiques difficiles poussent de nombreuses personnes à prendre des risques pour gagner quelques dollars supplémentaires. Des dizaines d'années après la fin de la guerre, des bombes et des obus non explosés sont encore éparpillés sous terre. Ils ramènent ces obus pour en faire des poteaux de clôture, des fondations de maisons, des gouttières, des canoës, des couteaux d'épelle, voire des cuillères et des fourchettes pour les repas. Un gros obus intact peut se vendre plus de 100 dollars américains, ce qui équivaut à plusieurs mois de revenus pour de nombreuses familles. Même dans de nombreuses régions reculées, ils consomment des légumes sauvages, des algues, des poissons de rivière, des rats, des champs, des insectes, des larves, de fourmis rouges, ou des araignées, non pas comme des mets à essayer mais pour survivre. Pour nous cela peut sembler étrange, mais pour de nombreuses familles au Laos, c'est tout simplement la source de protéines la plus accessible et la moins chère. La plupart des carburants, des médicaments, des appareils électroniques et de nombreux produits de première nécessité doivent être importés. Chaque fois que le kip perd de sa valeur, les prix des biens augmentent plus rapidement que les salaires. Les économies accumulées au fil des ans perdent progressivement de leur valeur, tandis que le coût de la vie ne cesse d'augmenter. Mais avant de continuer, laissez-nous un commentaire pour nous faire savoir d'où vous regardez et quelle heure il est maintenant. Nous aimerions savoir jusqu'où cette vidéo a voyagé. Numéro 2. Le pays le moins cher d'Asie du Sud-Est. Croyez-vous que dans un pays d'Asie du Sud-Est, avec le prix d'un café latte à New York, vous pourriez manger 3 repas en une seule journée? Au Laos, c'est tout à fait possible. Avec environ 11 à 15 dollars américains, un voyageur au budget limité peut couvrir ses repas, un hébergement modeste et ses déplacements basiques pour une journée. Un repas dans un restaurant local coûte parfois entre 1 et 3 dollars américains. Louer un appartement d'une chambre en plein centre-ville ne coûte qu'environ 300 à 600 dollars américains par mois. Le Laos est un paradis de vacances à bas prix où vous pouvez profiter d'une vie luxueuse à un coût minimal. Mais le Laos ne sera abordable que si vous vivez comme un Laotien. Faites vos courses
dans les marchés traditionnels. Mangez des produits locaux, buvez du café dans des cafés de rue. Acceptez des besoins très basiques. Tout sera complètement différent si vous souhaitez manger un morceau de fromage importé, acheter un nouveau téléphone ou simplement trouver un médicament étranger. La facture grimpera plus vite que vous ne le pensez. Pourquoi cela? La raison réside dans la géographie du Laos. C'est le seul pays d'Asie du Sud-Est sans accès à la mer. Cela signifie que presque toutes les marchandises importées des médicaments aux appareils électroniques, en passant par le beurre, le fromage ou les céréales, doivent d'abord arriver par voie maritime au Vietnam ou en Thaïlande, puis être transportées sur des centaines de kilomètres par la route pour atteindre le Laos. Ces frais de transport ressemblent à une sorte de taxe géographique invisible, faisant grimper considérablement le prix des produits importés. Il suffit de vouloir maintenir un mode de vie occidental pour que les coûts augmentent rapidement. Cela crée également un contraste intéressant sur une même rue. Alors que de nombreux touristes trouvent que tout est étonnamment bon marché au Laos pour ceux qui sont payés en kip, la vie devient de plus en plus chère. Dans de telles conditions économiques difficiles, qui sera le principal soutien de la famille? Dans de nombreux pays, l'homme est souvent le pilier principal. Mais au Laos, c'est tout le contraire. Numéro 3. La vie des femmes ici. Lorsque le soleil se lève à Vientiane ou à Luang Prabang, les personnes les plus occupées sont souvent des femmes. Elles se tiennent derrière les étals, négocient avec les clients, prennent des notes, font la caisse et décident des affaires du jour. Les petits marchés aux boutiques familiales, ce sont elles qui gèrent l'argent et dirigent l'économie du foyer. Plus de 70% des femmes laotiennes participent à la force de travail, un des taux les plus élevés d'Asie du Sud-Est. Dans de nombreux programmes de soutien à l'entrepreneuriat, les femmes sont même prioritaires pour accéder au financement avant les hommes. Cependant, le pouvoir économique ne signifie pas que leur vie est plus facile. Dans de nombreuses régions rurales, on peut encore facilement croiser des femmes portant de l'eau à travers des chemins rocailleux, pilant du riz avec un pilon en bois ou portant de grosses charges de bois sur le dos. Une fois rentrées chez elles, elles continuent à cuisiner, à s'occuper des enfants, à gérer les tâches ménagères et à préserver les traditions. En d'autres termes, après une journée de travail pour gagner de l'argent, elles continuent à assumer la majeure partie des responsabilités familiales. Un autre point particulier est qu'au Laos, le droit d'héritage revient à la fille cadette et non au fils. Ce qui fait que plutôt que d'avoir une mariée qui s'installe chez son mari, il est très courant au Laos que les hommes emménagent chez leurs femmes. Mais si l'on pense que cela signifie que les femmes détiennent tout le pouvoir au sein de la famille, on pourrait être surpris. Bien que la maison soit construite sur un terrain hérité par l'épouse, dans de nombreuses décisions importantes de la famille, des documents légaux aux questions économiques majeures ou aux relations sociales, c'est souvent le mari qui est en position de décision et qui prend les décisions. Au final, une personne possède les biens tandis que l'autre a la voix. Ces deux formes de pouvoir coexistent sous le même toit. Parfois, les femmes doivent faire preuve de plus de patience. Selon des enquêtes, environ 2 femmes laotiennes sur 5 ont subi diverses formes de violences domestiques. Plus de 40% d'entre elles ont été victimes de violences de la part de leur partenaire. Ce qui est triste, c'est qu'environ 43% des victimes choisissent de garder le silence en raison de la pression familiale et des conceptions traditionnelles. Dans certaines communautés, Hmong, le phénomène du kidnapping de femmes est encore observé, obligeant de nombreuses jeunes filles à se marier avant l'âge de 10 à 8 ans et à abandonner leurs études. Cela a conduit à un taux d'alphabétisation des femmes d'environ 63%, tandis que chez les hommes il dépasse 83%. Mais cela n'est que le résultat. Pour comprendre pourquoi tant de filles doivent se marier avant l'âge de 10 à 8 ans, il faut revenir à une coutume qui suscite encore de nombreux débats dans certaines communautés des régions montagneuses du Laos. Numéro 4. Pour se marier, il faut entrer dans les ordres, et la coutume de prendre une femme suscite de nombreux débats. Selon de nombreuses statistiques, plus de 57% des femmes Hmong au Laos se marient avant l'âge de 10 à 8 ans et de nombreux cas se déroulent sous la forme de kidnapping de mariés. Pour beaucoup de jeunes filles, ce mariage signifie quitter l'école et entrer dans la vie de femme et de mère à un âge encore très tendre. Ce qui rend cette coutume controversée, c'est qu'elle existe sous 2 formes totalement opposées. Dans certaines régions, il s'agit réellement de kidnapping de mariés sans consentement. La cause commence souvent par une dot trop élevée. Lorsque les jeunes hommes n'ont pas assez d'argent pour demander la main de la manière traditionnelle, certains choisissent de ramener la fille chez eux avant de demander la bénédiction de la famille.
Il arrive que certaines filles ne sachent pas ce qui va leur arriver, jusqu'à ce que tout soit déjà fait. La famille n'est informée que lorsque leur fille est déjà chez le mari, et son avenir est presque décidé à sa place. Dans de nombreuses autres communautés, Hmong, le kidnapping de mariés, est en réalité un rituel symbolique, après que le couple se soit déjà aimé et soit tombé d'accord au préalable. Lors de la nuit de rendez-vous, le jeune homme envoie un signal pour que la fille sorte. Si elle accepte, ils s'en vont ensemble. Si elle est encore timide, le jeune homme peut la porter sur son dos, jusqu'à chez lui, comme partie du rituel traditionnel. Et pour qu'un mariage se déroule selon la tradition, l'homme doit entrer dans les ordres s'il veut épouser une femme. Oui, vous ne rêvez pas. Au Laos, en particulier dans les familles traditionnelles, la première chose qu'un jeune homme doit faire pour se marier est de se raser la tête, de revêtir une robe de moine et de vivre dans un monastère pendant au moins 3 mois. Si quelqu'un n'a jamais vécu cette période, beaucoup penseront qu'il n'est pas encore vraiment mature pour fonder une famille. Entrer dans les ordres n'est pas non plus une tâche simple. Celui qui souhaite devenir moine doit avoir un mode de vie sain, ne pas souffrir de maladies graves et être approuvé par le moine en chef. Le jour de l'entrée dans les ordres, les cheveux sont rasés, les vêtements quotidiens sont remplacés par une robe safran, marquant ainsi la mise de côté de la vie extérieure. Les 3 mois suivants ressemblent presque à une vie totalement différente. Chaque jour commence avant l'aube. Il balaie la cour du monastère, marche pieds nus pour mendier dans les rues, et ne consomme que les offrandes faites par les habitants. La majeure partie du temps est consacrée à la récitation des sutras, à la méditation, à l'étude des enseignements et à l'entretien du monastère. Fait intéressant, cette période coïncide également avec la saison de jeûne traditionnelle au Laos. Pendant ces 3 mois, de nombreuses communautés limitent les mariages, la construction de maisons ou les festivités pour que chacun se concentre sur sa vie spirituelle. Cela peut sembler être un test sévère, mais les Laotiens ne le considèrent pas comme une punition. Pour eux, c'est la manière dont un jeune homme apprend la patience, la discipline, l'humilité et à mettre les autres avant lui-même. Ils croient que si un homme n'est pas capable de surmonter 3 mois de silence dans un monastère, il sera également très difficile pour lui de garder son calme face aux tempêtes du mariage. Aujourd'hui, entrer dans les ordres avant de se marier n'est plus une exigence obligatoire pour tout le monde comme auparavant, mais dans de nombreuses familles laotiennes, un jeune homme ayant vécu cette période est toujours perçu comme prêt à devenir un mari. Si ces coutumes matrimoniales vous ont déjà étonné, les plats que nous allons explorer ensuite vous laisseront sans voix. Numéro 5. La culture de survie cachée derrière les plats étranges. Que se passerait-il si le serveur vous présentait un verre de vin, mais à l'intérieur, au lieu de glaçons, se trouvait un cobra entier, un scorpion et quelques scolopendres, enroulés au fond de la bouteille? Cela ressemble à un défi d'une émission de télévision, mais au Laos, c'est quelque chose que beaucoup de gens sont prêts à servir à leurs invités. Les Laotiens appellent ce type d'alcool Lao Lao. Après distillation, l'alcool est infusé avec des serpents, des scorpions ou des scolopendres pendant plusieurs mois. Beaucoup de locaux croient que cela aide à renforcer le corps et est particulièrement bon pour la santé des hommes. Pour les touristes, finir un verre peut parfois être plus difficile que de regarder dans la bouteille. Mais ce n'est que le début. Si vous entrez dans un marché de montagne à la bonne saison, il est très probable que la première chose que vous remarquiez ne soit pas de la viande ou du poisson, mais des plateaux remplis d'œufs de fourmis rouges et blanches. Les habitants les achètent pour préparer des soupes, des plats aigres, ou les enrouler avec des nems. Certains les mangent même crus sur le marché. En mordant légèrement, la fine coquille se brise, laissant une saveur acidulée légèrement grasse et douce. Pour les Laotiens, ce n'est pas un plat étrange, mais une saveur familière de la saison forestière. En continuant à parcourir les stands, vous rencontrerez des araignées frites brillantes, alignées sur des plateaux d'huile. Leurs pattes croustillantes émettent un bruit crépitant, semblable à celui des chips, tandis que leur corps est gras et savoureux. De nombreux touristes les prennent, puis les reposent, mais les locaux les mangent comme un encas. Si les araignées ne suffisent pas comme défi, les énormes scolopendres d'eau font vraiment hésiter beaucoup de gens. Leur carapace dure et résistante leur donne un aspect bien plus effrayant que leur véritable goût. Ceux qui ont essayé les décrivent souvent comme ressemblant à des crevettes trop cuites plutôt qu'à un plat décadent. Dans les zones rurales, les vers de bambou et les grillons frits apparaissent également sur les tables quotidiennes. Ce ne sont pas des spécialités destinées aux touristes, mais une source alimentaire familière fournissant des protéines à de nombreuses familles depuis des générations. Même les boissons au Laos peuvent surprendre de nombreuses personnes.
il existe un type de thé préparé à partir de sel, crottes de verre à soie. Après avoir été nettoyées et séchées, les crottes de verre à soie sont mélangées avec des feuilles de thé pour créer une boisson au léger parfum d'herbe. Pour les locaux, c'est une boisson traditionnelle qui n'a rien de choquant. À première vue, beaucoup de gens penseraient que ce sont des plats étranges. Mais pour les Laotiens, ils n'ont jamais été créés pour surprendre ou attirer les touristes. Dans un pays où de nombreuses communautés de montagne ont vécu entièrement de la forêt, les insectes, les œufs de fourmis ou d'autres sources alimentaires naturelles sont des protéines essentielles qui les aident à surmonter les périodes de pénurie. Ce que les étrangers voient comme de l'étrangeté, les Laotiens voient comme une expérience de survie transmise à travers les générations. Mais croyez-le ou non, cette cuisine éclectique est née dans un pays surnommé le plus paisible d'Asie du Sud-Est. Numéro 6. Le pays le plus endormi d'Asie du Sud-Est. Si vous venez d'arriver à Vientiane, il est très probable que vous pensiez que vous vous êtes trompé de jour de congé. Les rues sont encore animées par la circulation, mais il n'y a presque pas de bousculade de lutte pour la route ou de klaxons assourdissants, comme dans de nombreuses autres villes d'Asie du Sud-Est. Lorsque qu'une voiture roule lentement devant, la plupart des conducteurs vont simplement ralentir et attendre. Pour de nombreux Laotiens, klaxonner signifie que vous perdez patience et perturbez la tranquillité des autres. Cela découle d'une philosophie de vie résumée en 3 mots, Bo Pen Yang, qui signifie « pas de soucis ». Si quelqu'un arrive quelques minutes en retard, si un travail doit attendre un peu plus longtemps, ou si une petite chose ne se passe pas comme prévu, la réponse que vous entendrez souvent sera simplement « Bo Pen Yang ». Les Laotiens n'aiment pas parler trop fort, n'apprécient pas les disputes enflammées et n'ont pas l'habitude de courir contre la montre. Pendant les chaudes après-midi, de nombreux magasins ferment temporairement pendant quelques heures avant de rouvrir lorsque le temps se rafraîchit. Lorsque le soleil se couche, la plupart des rues deviennent progressivement calmes. De nombreux bars et lieux de divertissement ferment avant minuit, laissant place au chant des insectes, aux conversations sur le pas de la porte et au Mekong qui coule paisiblement dans l'obscurité. C'est pourquoi de nombreux voyageurs qualifient le Laos de pays le plus endormi d'Asie du Sud-Est. Et être nulle part, cette philosophie n'est-elle plus évidente que dans leur assiette. Le riz gluant, ou khao niao, n'est pas seulement un plat, mais le centre de toute la culture laotienne. Lorsqu'il se rencontre, beaucoup de gens ne demandent même pas « comment ça va ?», mais plutôt « khao lao bor ». As-tu déjà mangé du riz gluant ? Si vous entrez dans une maison au moment du repas, l'hôte vous remettra très probablement une poignée de riz gluant et vous considérera immédiatement comme un membre du repas, même si vous ne vous êtes rencontrés que quelques minutes auparavant. Non seulement il y a du riz gluant, mais le bambou est également omniprésent dans la vie des Laotiens. Des paniers pour le riz gluant, des maisons sur pilotis, des outils de pêche, jusqu'aux instruments traditionnels, tout est fabriqué en bambou ou en rotin. Pour de nombreuses communautés vivant au milieu des forêts tropicales, savoir exploiter et travailler le bambou a été une compétence essentielle pour survivre pendant des siècles. Cet esprit tranquille se reflète également dans la célèbre danse Lamvong. À première vue, ce ne sont que des pas lents, accompagnés de mouvements de mains fluides. Mais si vous regardez de plus près, vous verrez que les hommes et les femmes ne se touchent presque jamais. Ils communiquent par le regard, par chaque mouvement de la main, et maintiennent toujours une distance suffisante, comme une manière de montrer du respect dans la culture traditionnelle. Chaque matin dans l'ancienne capitale de Luang Prabang, cette philosophie se manifeste d'une autre manière. Lorsque le jour n'est pas encore tout à fait levé, des centaines de moines pieds nus se déplacent silencieusement en file indienne pour mendier dans le brouillard. De chaque côté de la route, les habitants sont déjà à genoux avec des paniers de riz gluant chaud dans les mains. Pas de cris de vendeurs, pas de musique, personne ne se bouscule. Juste un silence presque absolu. Bien que la cérémonie de la mendicité existe dans de nombreux pays bouddhistes, très peu d'endroits conservent une atmosphère aussi authentique et peu commercialisée que celle du Laos. En entendant cela, si vous pensez que le Laos est sûr et sans recoin sombre, vous vous trompez. Les découvertes qui suivent vous feront changer complètement de perspective. Numéro 7. Les facettes inattendues du Laos. Croyez-vous qu'il existe dans un pays où de nombreuses personnes se couchent avant 10 heures du soir, une rue où les lumières roses brillent toute la nuit et où les activités nocturnes sont extrêmement animées? Si vous conduisez de la province du Yunnan en Chine vers le Laos, à travers le poste frontière de Boten pendant la journée, vous pourriez penser que vous venez d'arriver dans une ville frontalière plutôt ennuyeuse.
Sur la route, il n'y a que quelques camions, transportant des marchandises, quelques travailleurs et des passagers en transit. L'atmosphère est si calme qu'il est difficile de croire que cet endroit a été promu comme un futur centre économique moderne, avec un investissement total d'environ 10 milliards de dollars américains. Mais lorsque la nuit tombe, le paysage change presque complètement. Les deux côtés de la route commencent à briller avec des enseignes au néon. Les bars, restaurants, karaokés et de nombreux établissements de massage ouvrent leurs portes en même temps. Le long des rues, il n'est pas difficile de voir de nombreux employés se tenant devant les établissements pour accueillir les clients, la plupart étant des touristes venus de l'autre côté de la frontière chinoise. Selon de nombreux témoignages, cette zone a connu de nombreuses activités commerciales sensibles destinées à une partie des clients internationaux. Ce qui surprend beaucoup de gens, c'est que certaines de ces activités se déroulent encore assez ouvertement, bien que la prostitution soit illégale selon la loi laotienne. Alors pourquoi cela persiste-t-il ? En partie parce que Boten est une zone économique spéciale, située juste à la frontière chinoise, où le nombre de clients et les flux de capitaux de l'extérieur sont très importants, tandis que la gestion dans les zones frontalières est toujours beaucoup plus complexe que dans les villes ordinaires. C'est précisément l'écart entre la réglementation légale et la réalité qui a créé l'un des plus grands paradoxes ici. Et Boten n'est pas le seul endroit. Plus à l'ouest, la région du Triangle d'Or, dans la province de Bokeo, présente également un monde similaire. La nuit, les casinos, hôtels et zones de loisirs s'illuminent, attirant un grand nombre de clients internationaux, créant une atmosphère complètement différente de l'image paisible que beaucoup de gens ont du Laos. À quelques centaines de kilomètres l'un de l'autre, vous pouvez rencontrer deux mondes presque opposés. D'un côté des villages, avec des maisons en bois, de la fumée de cuisine et un rythme de vie tranquille. De l'autre des rues illuminées par des néons ouvertes jusqu'à tard dans la nuit et fonctionnant selon le rythme d'une ville frontalière qui ne dort jamais vraiment. Néanmoins, le Laos reste un pays qui mérite d'être visité et expérimenté. Voici quelques destinations et festivals à ne pas manquer si vous souhaitez explorer ce pays. Numéro 8. Les destinations incontournables. Oseriez-vous franchir la porte de l'enfer si vous saviez que de l'autre côté se trouve le paradis ? Au Laos, ce n'est pas un jeu d'horreur, mais une véritable attraction touristique. Non loin de la capitale Vientiane, se trouve le parc bouddhiste de Chiang Quang, où plus de 200 statues géantes de bouddhisme et d'hindouisme sont dispersées dans l'herbe dans des poses à la fois étranges et fascinantes. Mais ce qui marque le plus les visiteurs, c'est une immense tour en forme de citrouille. Pour atteindre le sommet, il ne faut pas passer par la porte principale, mais se pencher pour entrer par la grande bouche d'un démon en pierre. À l'intérieur, les 3 étages de la tour symbolisent respectivement l'enfer, le monde terrestre et le paradis. Plus on monte, plus la vue s'élargit, permettant d'observer tout le parc avec ses centaines de statues étranges d'en haut. Si Chiang Quang vous donne l'impression d'entrer dans un monde surréaliste, Luang Prabang offre une sensation totalement différente, sans gratte-ciel ni circulation dense. À la place, on trouve des rues tranquilles, plus de 30 temples anciens encore en activité chaque jour, et des maisons mêlant l'architecture traditionnelle laotienne aux influences coloniales françaises. Mais le moment qui réveille de nombreux visiteurs dès l'aube n'est pas pour photographier la ville, mais pour assister à la cérémonie de l'aumône Takbat. Alors que le jour n'est pas encore levé, des centaines de moines en robe safran marchent pieds nus en silence, formant une longue file dans la rue, recevant des poignées de riz et des offrandes des habitants dans une atmosphère presque totalement silencieuse. À moins d'1 heure de route de Luang Prabang, se trouve la cascade de Quang Si. Au lieu d'une chute d'eau tombant à pic, comme dans de nombreux autres endroits, l'eau ici s'écoule à travers plusieurs niveaux de calcaire, formant une série de bassins d'un bleu émeraude, si clair que l'on peut voir le fond. De nombreux visiteurs passent tout un après-midi à se baigner sous les feuillages et à écouter le bruit de l'eau qui coule. Le long de cette rivière se trouve la grotte de Pak U, également connue sous le nom de grotte des 1000 Bouddhas. Pendant des siècles, des pèlerins ont apporté des statues de Bouddha pour les placer dans 2 grottes de calcaire au bord de la rivière comme un moyen d'exprimer leur foi. Au fil du temps, le nombre de statues a augmenté pour atteindre des milliers, allant de petites figurines, de la taille d'une main, à des statues de plus d'1 mètre, fabriquées en bois, en bronze et en pierre, remplissant presque tous les espaces à l'intérieur de la grotte. Et c'est aussi cette même rivière Mekong, en descendant vers le sud du pays, qui crée un paysage que beaucoup ne s'attendaient pas à voir.
Le Laos est un pays sans mer. Mais pendant la saison sèche, le tronçon du Mékong à Siphandon révèle des milliers de petites îles. Les habitants appellent cet endroit les 4000 îles. Ici, vous pouvez faire du vélo à travers des villages au bord de la rivière, naviguer en bateau pour observer les rares dauphins d'eau douce, Irrawaddy, ou simplement profiter d'un rythme de vie si lent que l'on en oublie presque le temps. Cependant, cette rivière paisible possède également une force qui a conduit même les puissances coloniales à accepter la défaite. C'est la cascade de Khon Pha-Pheng, la plus grande chute d'eau d'Asie du Sud-Est, souvent comparée au Niagara de l'Asie. Le courant ici est si puissant qu'à l'époque coloniale française, tous les projets visant à transformer le Mékong en une voie navigable vers la mer ont dû être abandonnés, car il était impossible de faire passer des bateaux au-dessus de cette cascade. Numéro 9. Le mystère millénaire des champs de jarre. Oseriez-vous entrer dans un endroit où il suffit de s'écarter de quelques pas du chemin pour risquer de marcher sur des bombes et des mines laissées par la guerre? Et ce qui est encore plus étrange, c'est qu'au milieu de cette terre dangereuse se trouvent des milliers de gigantesques jarres en pierre âgées de plus de 2000 ans, dont la fonction exacte reste encore inconnue à ce jour. C'est le champ des jarres situé sur le plateau de Xieng Quang au Laos, l'un des sites archéologiques les plus mystérieux d'Asie du Sud-Est, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2019. La première chose qui étonne la plupart des visiteurs n'est pas la beauté de cet endroit, mais son ampleur. Sur les collines qui entourent la ville de Phon Savan, plus de 2000 jarres en pierre sont dispersées sur plus de 90 sites différents. Certaines atteignent la hauteur d'un adulte, d'autres mesurent environ 3,5 mètres et pèsent des dizaines de tonnes. Elles sont taillées dans d'énormes blocs de grès et de granit, mais la plupart d'entre elles n'ont pas de couvercle. Ce qui est incroyable, c'est qu'à ce jour, les archéologues n'ont toujours pas pu répondre à 3 questions qui semblent simples. Qui les a créées? Quels outils ont-ils utilisés pour sculpter ces énormes blocs de pierre? Surtout comment des milliers de blocs pesant des dizaines de tonnes ont-ils été transportés sur un plateau montagneux, il y a plus de 2000 ans, à une époque où il n'y avait ni camion, ni machines modernes. Plus les fouilles avancent, plus le mystère s'épaissit. Actuellement, 3 hypothèses sont les plus souvent évoquées. L'hypothèse soutenue par de nombreux archéologues suggère qu'il s'agit de jarres utilisées pour des rituels funéraires préhistoriques. Autour de nombreuses jarres, ils ont trouvé des cendres, des fragments d'os humains, des objets funéraires et de la poterie ancienne, indiquant que cet endroit pourrait avoir été un immense cimetière d'une civilisation disparue. Cependant, les habitants locaux croient en une histoire complètement différente. Selon la légende, ces jarres ont été créées par une race de géants. Après avoir remporté une grande bataille, le chef Kun Cheung aurait fait fabriquer ces jarres en pierre géante pour préparer le Laoai, une sorte d'alcool de riz traditionnel, en vue d'une célébration qui durerait plusieurs jours. D'autre part, certains chercheurs proposent une explication plus pragmatique. Ils estiment que le plateau de Xieng Quang est souvent sec pendant la saison sèche et que ces jarres pourraient avoir été utilisées pour recueillir l'eau de pluie, stocker des provisions ou du vin pour les marchands empruntant les anciennes routes commerciales. Mais peut être ce qui rend le champ des jarres différent de tout autre site archéologique dans le monde réside dans le présent. Si vous visitez cet endroit aujourd'hui, vous ne pourrez pas vous déplacer librement entre les jarres. Au lieu de cela, vous devrez marcher uniquement sur les chemins balisés. La ligne blanche indique une zone déminée et considérée comme sûre. En revanche, il suffit de franchir la ligne rouge pour entrer dans une zone où des bombes non explosées peuvent encore se trouver sous terre. Cette situation découle de la période de 1964 à 1973, lorsque cette région a subi un bombardement massif dans le cadre d'une campagne de bombardement au Laos. À ce jour, parmi les plus de 90 sites du champ des jarres, seules 3 zones autour de Phon Savan sont ouvertes aux visiteurs, tandis que la majorité reste encore en cours de déminage. Numéro 10. Les festivals uniques au Laos. Si vous vivez au Laos pendant une année entière, vous aurez probablement l'occasion de découvrir plus de festivals étranges que dans n'importe quel autre endroit d'Asie du Sud-Est. Au milieu du mois d'avril, lorsque la chaleur atteint son paroxysme, tout le pays se transforme presque en un champ de bataille aquatique. Des rues de Vientiane au petit village, les habitants se munissent de seaux de tuyaux, d'eau et de pistolets à eau pour arroser quiconque passe, y compris les étrangers et les touristes. Mais derrière cette scène animée, se cache la croyance que l'eau lavera les malheurs de l'année écoulée. Avant de se plonger dans les festivités, de nombreuses familles
se rendent encore au temple pour laver les statues de Bouddha avec de l'eau parfumée, attacher des fils autour des poignets pour prier pour la paix et demander des bénédictions pour la nouvelle année. Quelques semaines plus tard, alors que la saison des pluies approche vers le mois de mai, le ciel là-haut résonne de détonations semblables à des tonnerres. Lors du festival Boon Bang Phai, les habitants fabriquent ensemble des fusées en bambou remplies d'explosifs, certaines pesant jusqu'à plusieurs centaines de kilogrammes, qu'ils lancent directement dans le ciel pour prier pour que le dieu de la pluie accorde une bonne récolte. Pour les étrangers, cela ressemble à un concours de fabrication de fusées improvisées. Mais pour les Laotiens, c'est un rituel qui existe depuis des générations. Vers les mois d'octobre et de novembre, lorsque le Mékong entre dans sa saison des crues, des dizaines de milliers de personnes affluent sur les rives du fleuve pour attendre un phénomène qui suscite encore de nombreux débats. Aujourd'hui, des sphères de feu rouge orangé s'élèvent soudainement du fond de l'eau sombre vers le ciel, sans produire de fumée ni de bruit. Les habitants croient qu'il s'agit de l'incarnation du serpent Naga, tandis que les scientifiques n'ont pas encore trouvé d'explication qui fasse consensus. À la fin de l'année, lorsque la pleine lune du 12e mois lunaire apparaît, l'atmosphère devient plus solennelle. Des milliers de bouddhistes de tout le pays font un pèlerinage vers la stupa d'Atluang à Vientiane pour offrir de l'encens et prier. C'est également à cette période que le son des tambours résonne sur le Mékong, annonçant les courses de bateaux traditionnelles, où des milliers de spectateurs se pressent le long des rives pour encourager les rameurs. Pendant ce temps, dans la province de Xayaburi, des éléphants sont lavés revêtus de costumes traditionnels, participent à des rituels d'attache de fil autour des poignets et reçoivent des bénédictions de la part des moines en hommage à cet animal qui est devenu le symbole du royaume des millions d'éléphants. Chaque festival peut revêtir une forme différente, mais tous reflètent un point commun très particulier pour les Laotiens. Les festivals ne sont pas seulement des occasions de divertissement. C'est leur manière de préserver leur foi, d'exprimer leur gratitude envers la nature et de connecter les gens avec le monde spirituel qui accompagne ce pays depuis des siècles. Cependant, pour que votre voyage soit complet et ne perde pas de son éclat, n'oubliez pas les conseils suivants. Numéro 11. Les interdictions strictes. Que pensez-vous qu'il se passerait si simplement, en posant la main sur la tête d'un enfant par inadvertance, vous receviez immédiatement des regards désapprobateurs de la part des personnes autour de vous? Ou si juste en klaxonnant pour inciter la voiture devant vous à avancer de quelques mètres vous étiez considéré comme impoli et mal élevé? Cela peut sembler incroyable, mais au Laos, de telles situations peuvent tout à fait se produire. C'est l'un des pays les plus profondément influencés par le bouddhisme, Theravada, où de nombreuses règles de vie ne sont pas écrites dans la loi, mais que presque tout le monde respecte de manière consciente. Et si vous ne le savez pas à l'avance, un petit geste peut suffire à vous faire passer pour quelqu'un de mal élevé. La première chose que vous ressentirez en arrivant au Laos n'est peut-être pas les temples dorés ou le paisible Mékong, mais le silence. Essayez de prêter attention lorsque vous vous trouvez à un carrefour animé. Vous n'entendrez presque pas le bruit des klaxons, comme dans de nombreuses villes d'Asie du Sud-Est. Les Laotiens ne klaxonnent que lorsqu'ils ont réellement besoin d'avertir d'un danger. Si vous klaxonnez continuellement par impatience, beaucoup de gens vous regarderont comme si vous vous mettiez en colère en public. Et si le silence dans les rues vous surprend, les règles à l'intérieur des temples sont encore plus strictes. Avez-vous déjà, sans y penser, pointé du doigt une statue, en disant « c'est magnifique ». Au Laos, un tel geste est considéré comme un manque de respect. Toucher une statue de Bouddha, grimper sur le socle d'une statue pour prendre des photos, ou se tenir trop près des statues sacrées, sont des comportements à éviter. Avant d'entrer dans le sanctuaire, vous devez également enlever vos chaussures, car cet endroit est considéré comme l'espace le plus sacré du temple. Il existe une autre règle, qui surprend de nombreux touristes étrangers. Si vous êtes une femme, et que vous souhaitez donner quelque chose à un moine, vous ne pouvez pas le faire directement. Au lieu de cela, vous devez poser l'objet sur un tissu, ou demander à un homme de le transmettre. Ce n'est pas une forme de discrimination, mais une règle du bouddhisme Theravada, visant à aider les moines à préserver leurs vertus. Cependant, ce qui conduit le plus de gens à commettre des erreurs se trouve souvent en dehors des temples. C'est sur le corps humain lui-même. Alors que dans de nombreux endroits, caresser la tête d'un enfant est une façon d'exprimer de l'affection, au Laos, la tête est considérée comme la partie la plus sacrée du corps, liée à l'âme et à la dignité. Par conséquent, même avec les jeunes enfants, vous ne devriez pas toucher leur tête à la légère. En revanche, les pieds ont une signification complètement opposée. Avez-vous l'habitude de pousser votre sac à dos avec vos pieds?
ou de tendre vos jambes vers la personne en face de vous lorsque vous êtes assis. Au Laos, ce sont des comportements à éviter. Les habitants croient que les pieds sont la partie la plus basse et la moins propre du corps. Par conséquent, ils n'utilisent pas leurs pieds pour désigner des objets, ne dirigent pas la plante de leurs pieds vers une statue de Bouddha ou une autre personne. Et lorsqu'ils sont assis par terre, ils gardent souvent leurs jambes repliées sur le côté. Même la façon de communiquer au quotidien reflète ce mode de vie. Vous aurez très rarement l'occasion d'assister à des disputes bruyantes dans la rue ou à des démonstrations d'affection trop intimes en public. Si vous souhaitez prendre en photo un moine en train de mendier ou des habitants dans des villages reculés, les Laotiens préfèrent que vous demandiez la permission avant de sortir votre appareil photo. Car pour eux, la politesse ne réside pas dans de grandes choses, mais commence par les plus petits gestes. Numéro 12. Conseil pour les voyageurs, lors de leur visite au Laos. Si vous visitez le champ des jarres dans la province de Siêng Quang, vous remarquerez rapidement les chemins balisés par des piquets et des marques blanches. Ce n'est pas pour aider les touristes à prendre de plus belles photos. C'est la frontière entre la zone qui a été déminée en toute sécurité et la terre qui présente encore un risque de mine non explosée. Un seul pas de l'autre côté de la ligne rouge peut vous mettre dans une situation mortelle. Ainsi ici, la chose la plus importante n'est pas de trouver le meilleur angle de prise de vue, mais de ne jamais quitter le chemin balisé. Cependant, ce qui surprend le plus de nombreux visiteurs se manifeste lorsque vous quittez le site historique et retournez dans les rues. Si vous êtes habitué aux villes bruyantes, le Laos vous donnera une impression presque de silence. Les habitants ici klaxonnent rarement, car ils considèrent cela comme un acte impulsif et irrespectueux envers les autres. Même en cas de léger accrochage, ou si la police demande d'arrêter le véhicule. La plupart des gens choisissent de discuter calmement, plutôt que de s'engager dans une dispute bruyante. Parfois, un sourire et de la patience peuvent résoudre les problèmes plus efficacement que n'importe quel échange verbal. Cette différence se manifeste également dans la façon dont les Laotiens perçoivent les relations. Si vous envisagez de sortir avec un local, ne pensez pas que tout est aussi simple que dans de nombreux autres pays. La législation laotienne impose des règles très strictes concernant les relations amoureuses entre étrangers et citoyens laotiens. Les relations entre hommes et femmes avant le mariage, dans ces cas, peuvent être sanctionnées par une amende d'environ 500 $ américains ou plus, et le mariage avec un citoyen laotien nécessite également de passer par de nombreuses formalités légales que beaucoup de gens ne soupçonnent pas. Et avant de terminer une journée au Laos, les habitants peuvent vous rappeler une petite chose liée à une croyance traditionnelle qui perdure à travers les générations. Lorsqu'ils vont se coucher, ils évitent généralement de placer leur tête directement face à la porte. Selon la croyance populaire, cette position ressemble à celle d'un défunt porté hors de la maison et est donc considérée comme de mauvais augure. Que vous y croyez ou non, il suffit de tourner l'oreiller dans une autre direction pour montrer du respect envers la culture locale. Le Laos n'est pas le pays le plus flamboyant de l'Asie du Sud-Est. Mais c'est justement son rythme de vie paisible, ses particularités culturelles et sa rare tranquillité qui en font une destination où beaucoup souhaitent revenir. Si vous avez aimé cette aventure d'exploration, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour accompagner Terre d'Origine dans les prochaines découvertes. Merci de nous avoir suivis et à bientôt dans la prochaine vidéo.